On va continuer concernant donc notre cours sur le système de management de la qualité ISO 9001 version 2015. Nous sommes arrivés au stade dans lequel on va décrire et détailler concernant les exigences de la norme. Nous avons dit que pour mettre en place un système de management de la qualité, il va falloir se mettre en conformité avec des exigences de la norme décrites dans les chapitres. Les chapitres entre le chapitre 4 et le chapitre 10. Donc les exigences décrites dans ces chapitres, c'est pour permettre de répondre favorablement aux 7 principes de management de la qualité que nous avons déjà étudiés ensemble. Donc l'orientation client, le leadership, l'amélioration, le management des relations avec les parties intéressées, l'implication du personnel, la prise de décision fondée sur des preuves et l'approche processus. Donc une exigence, c'est quoi? C'est un besoin ou une attente formulée qui peut être soit implicite ou explicite. Donc implicite, ça veut dire écrite ou bien exprimée. Ou explicite comme une exigence donc obligatoire, donc la réglementation, la législation, le code de travail, code de métier. Alors ces derniers, on va voir qu'ils peuvent être pris en compte lorsqu'on va évoquer donc la partie concernant les parties intéressées. Ça c'est concernant donc l'ISO 9001. Alors, pour votre cas, en tant qu'étudiant en master, supposons que votre formation est constituée de 7 modules. Donc, 7 modules qu'il va falloir se former sur ces modules et puis pour pouvoir les valider. Alors, les valider, ça ne veut pas dire que vous devriez obtenir dans tous les modules 20 sur 20, mais il y a un strict minimum à obtenir dans les modules pour pouvoir donc obtenir votre diplôme. Alors, le diplôme, c'est l'équivalent au certificat ISO 9001. Alors ici, lorsque je parle de la certification, il faut savoir que dans le processus de certification de son système de management de la qualité, l'organisme de certification fait subir à l'organisme chaque année un audit de surveillance et chaque 3 ans un audit de renouvellement. Donc, on va commencer par les exigences décrites au niveau du chapitre 4, concernant l'analyse du contexte de l'organisme. L'analyse du contexte de l'organisme doit se faire à travers donc, la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées, le système de management de la qualité et ses processus, et finalement donc la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. Donc ce sont les sous-chapitres du chapitre 4. Donc il dispose de 4 sous-chapitres numérotés 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. Donc pour la compréhension de l'organisme et de son contexte, la première exigence décrite donc dans le chapitre 4.1, c'est une exigence associée à la détermination et à la maîtrise du risque. La maîtrise du risque au niveau management. Donc les faiblesses et les menaces peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisme. Et tout ce qui est négatif par rapport à l'atteinte de tout ce qui est souhaitable doivent être maîtrisés. Et aussi tout ce qui est positif en interne ou en externe par rapport aux situations favorables souhaitées doivent aussi être saisis et bien exploités. Il faut alors déterminer dans ce cas-là les forces et les faiblesses. Donc c'est ce qui est positif par rapport à l'organisme. Donc le plus souvent, pour satisfaire à l'exigence de ce sous-chapitre, on utilise donc comme moyen l'outil SWOT et PESTEL pour déterminer les enjeux internes et externes. L'outil SWOT, c'est l'acronyme dans lequel chaque lettre du mot fait référence à une catégorie d'enjeux. S pour Strength, c'est les forces. W pour Weaknesses, donc faiblesse. O pour Opportunities, donc les opportunités. Et T pour Treat,
Donc, c'est des menaces. Donc, force, faiblesse, menaces et opportunités. Donc, j'aimerais donner ici quelques exemples d'enjeux possibles et on va essayer de les caser parmi les quatre catégories. Alors, par exemple, l'arrivée subite d'un nouveau concurrent. Donc, ce n'est pas en interne, c'est en externe. Donc, ça serait soit une opportunité, soit une menace. Vu que cela impacte négativement des situations favorables souhaitées, donc on va la caser parmi les menaces en externe. Le départ à la retraite massif. Donc, ça, c'est en interne, parce que ça concerne les salariés de l'entreprise. Alors, en interne, donc c'est soit parmi les forces ou bien les faiblesses. Vu que cette situation-là est une situation aussi donc défavorable, donc on va la mettre parmi les faiblesses. Les travaux de voirie impactant l'accès. Donc là, c'est dans l'environnement de l'entreprise, donc c'est en externe. Alors, c'est soit parmi les opportunités ou bien les menaces. Donc, vu l'impact négatif sur les résultats escomptés, donc on va la caser parmi les menaces. Alors, pour l'analyse Pestel ou l'outil Pestel, donc le modèle Pestel, là aussi l'acronyme, où chaque lettre de cet acronyme-là fait référence à une catégorie. Alors, P pour politique, E pour économique, S pour sociologique ou social, T pour technologique, E pour environnemental et L pour légal ou bien législatif. Donc, c'est un outil stratégique qui permet à l'entreprise d'identifier et de mesurer les éléments susceptibles d'impacter son activité et son développement. Donc, le modèle Pestel, c'est un outil d'analyse stratégique qui guide à la prise de décision stratégique. Donc, il permet de donner une vision globale sur l'environnement extérieur, ce qu'on appelle aussi c'est connu sous le nom de macro-environnement d'une entreprise. Donc, en identifiant les facteurs externes, donc les opportunités et les menaces pouvant l'affecter de manière positive ou négative. Donc, l'entreprise serait capable d'anticiper l'évolution de son environnement et ainsi assurer la pérennité de son activité. Ici, je présente l'exemple de l'application de l'outil Pestel dans la détermination des menaces et des opportunités par mon étudiante en master dans le cadre de son PFE, projet de fin d'études réalisé à Délice-Viande. Donc, je vais juste présenter un seul exemple par catégorie. Alors ici, dans les colonnes, j'ai les opportunités et les menaces. Donc, ce sont les enjeux externes et qui seront ici spécifiés en fonction de l'outil Pestel, en fonction des différentes catégories qu'on connaît. Alors, par exemple, ici, une opportunité dans la catégorie politique, donc c'est la réconciliation entre l'Espagne et le Maroc et son impact positif sur le processus d'exportation. Comme enjeu économique, une opportunité économique, donc c'est la vente directe et achat en ligne, donc le développement des ventes directes et des achats en ligne par l'organisme. D'une manière générale, pas par l'organisme, parce qu'ici on va spécifier les enjeux plutôt externes. Alors, comme enjeu socio-culturel, toujours parmi les opportunités, donc la tendance du fast-food. Enjeu technologique, opportunité technologique, donc le développement technologique des produits congelés ou de la technologie de la congélation. Alors, comme opportunité dans la catégorie environnementale, donc c'est la politique de l'État orientée vers la valorisation, le recyclage, la conservation et l'utilisation des énergies renouvelables. Donc cette politique-là convient bien la société Délice-Viande qui travaille des procédés biotechnologiques de valorisation de produits carnés. Alors, comme menace, dans la catégorie politique, donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
ou l'Ukraine par la Russie et son impact sur les prix de la matière première. Toujours situation défavorable externe dans la catégorie économique, donc répercussions du Covid-19 qui continue à peser lourdement sur le secteur. Dans la catégorie socio-culturelle, l'émergence du mode de végétarisme et du risque d'abstinence de consommation des produits à base de viande. Et dans la catégorie donc technologique, enjeux technologiques ou menaces technologiques, donc l'adoption d'innovations technologiques par les concurrents. Donc, toujours parmi les menaces dans la catégorie environnementale, la promulgation de taxes carbone au Maroc. Donc l'obligation à donc la politique pollueur-payeur appliquée donc pour les entreprises qui polluent. Alors, comme aussi dans la catégorie réglementaire ou bien légale ou législative, donc il y a intervention de l'administration de l'ANSA de plus en plus lourde. Voilà. Donc, toujours dans le cadre du PFE, donc de mon étudiante, réalisé au sein de Délice Viande, donc l'outil SWOT a été appliqué. On peut l'appliquer soit d'une manière générale, sans l'associer à l'outil PESTEL, donc en déterminant les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Ou bien on peut, pour les menaces et les opportunités, donc les enjeux externes, donc appliquer et les détailler en fonction de l'outil PESTEL. Donc nous avons donc le choix entre donc fournir une analyse des enjeux internes et externes d'une manière globale ou bien d'une manière plutôt, je dirais, détaillée. Bien sûr, ces enjeux doivent avoir un impact important et potentiel. Ils doivent être pertinents par rapport à la finalité et à l'orientation stratégique. Et ils doivent être susceptibles d'influencer la capacité d'atteindre les objectifs de son système de management de la qualité. Donc les informations relatives à ces enjeux doivent être surveillées et revues. Leur revue permettra, comme toujours, selon le PDCA, d'alimenter l'élaboration d'un plan d'action adéquat. Donc les enjeux vont alors être ou doivent être pris en compte dans le système de management de la qualité par la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc passons maintenant au sous-chapitre 4.2 du chapitre 4, donc concernant la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Nous connaissons, ça veut dire quoi une partie intéressée, on avait déjà expliqué ça, et nous avons dit qu'ils englobent ceux qui participent à la vie économique d'un organisme, comme les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les prestataires, donc ceux qui aussi observent l'entreprise, comme les syndicats, les organismes non gouvernementaux, et ceux qui l'influencent plus ou moins directement. Donc c'est la société civile et la collectivité locale. Donc ce chapitre évoque l'exigence dans la détermination des parties intéressées, un impact potentiel sur l'aptitude de l'organisme à fournir en permanence des produits ou services conformes aux exigences. Donc la pertinence, elle peut se juger par le produit. Bon, ça c'est juste un outil, parce que comme je l'ai très bien signalé, pour satisfaire les exigences, on fait appel à des outils. Et ça ne veut pas dire que les outils sont une exigence. Donc, parmi les outils utilisés pour évaluer la pertinence d'une partie intéressée, l'outil est devant vous. Donc, la pertinence peut se juger par le produit du score de la relation et l'impact. Donc, la relation est notée de 1 à 3. Et l'impact aussi, il est noté soit 1, 2 ou bien 3. Le produit des résultats permet d'accorder une note par rapport à la pertinence. Sachant que la note peut varier de 1 jusqu'à 9. Donc, pour le type de la relation,
ou de relation, on accorde la note 3 lorsqu'il s'agit d'une relation partenariale ou bien contractuelle, ça veut dire gérée par un contrat. Par contre, s'il s'agit d'une relation ponctuelle et que la partie intéressée est uniquement sollicitée en cas de besoin, à ce moment-là, on va accorder pour le type de relation la note 2. Et dans le cas où il n'existe pas donc une relation ou un contrat établi entre l'organisme et la partie intéressée, à ce moment-là, on va accorder donc la note 1. Alors maintenant, concernant l'impact, on accorde la note la plus forte, la note de 3, lorsqu'il s'agit d'un impact fort, dans le cas où la relation elle est indispensable pour la pérennité de l'organisme. Et on accorde la note 2 dans le cas de l'absence ou dans le cas où la relation elle est indispensable à la réalisation de projets. Et on accorde uniquement la note 1 lorsque l'impact est faible. Et dans ce cas-là, la relation avec la partie intéressée n'est pas à l'ordre du jour et elle peut être laissée de côté. Alors, le produit de l'impact et de la relation accorde donc un score pour la pertinence. Et après, il va falloir se fixer un seuil pour juger ou bien distinguer les parties intéressées pertinentes. Par exemple, lorsque le résultat de la pertinence ou le score obtenu pour la pertinence dépasse la note 6. Donc, on peut utiliser l'outil de la sphère des parties intéressées pour représenter la pertinence des différentes parties intéressées à laquelle est confrontée une entreprise. Et dans ce sphère, plus nous sommes proches du centre, plus la partie intéressée est pertinente. Et nous utiliserons pour cette présentation donc la donnée concernant ou du score concernant la partie intéressée que nous avons obtenue, qui est le produit de l'impact et de la relation, et la catégorie à laquelle la partie intéressée appartiendra, dépendamment à ce qu'il s'agit d'une institution, d'une partie intéressée dans la catégorie sociale, concurrentielle, des partenaires, soit des prestataires, fournisseurs, soit la clientèle, soit économique, ou bien communauté et territoire. Alors, ici, je représente par cette figure-là le résultat dans le travail élaboré par mon étudiante dans la détermination des parties intéressées, dans laquelle donc elle avait jugé ces éléments-ci ou bien ces parties intéressées pertinentes, elle les avait marquées en bleu, et puis ceux qui sont peu pertinentes sont marqués en orange. Alors, le chapitre 4.2 évoque l'exigence concernant la détermination des besoins et attentes des parties intéressées, ainsi que leur surveillance et revue. Donc, mon étudiante ici, par exemple, dans son projet, avait déterminé pour les clients les besoins et attentes qu'il faudra considérer dans le plan d'action planifié et à mettre en œuvre, ainsi que les risques liés et les actions de maîtrise existantes et celles qui doivent être mises en place. Donc, bien sûr, le plan d'action doit être planifié. Qui dit planification, dit la désignation du qui fait quoi et des échéances. Et il va falloir donc planifier aussi parmi les exigences, donc il va falloir planifier la revue des besoins et des attentes des parties intéressées. Donc pour le dernier sous-chapitre 4.3, qui est la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, donc les exigences sont satisfaisantes lorsqu'on définit tout d'abord le périmètre d'application du système de management de la qualité qui correspond pour sa part
à l'unité spatiale ou géographique ouverte par le système de management de la qualité. Comme vous le voyez bien sur le certificat ISO, cet exemple de certificat disponible sur Internet. Donc, on spécifie le site concerné par la certification. Donc, on note le site, par exemple, usine de Bnidir, laverie MEA, laverie Tawi, unité de pré-traitement, etc., etc. On spécifie également la raison sociale, les sites concernés, les produits et les services et les exclusions qui doivent être justifiées. Et j'aimerais citer ici les processus ou évoquer la question des processus externalisés. Ce sont les processus ou les activités nécessaires au système de management de la qualité et dont la mise en œuvre est confiée à une partie extérieure. Par exemple, le recrutement du personnel réalisé par un cabinet ou bien l'achat de la matière première par la société mère. Ou bien l'étalonnage des appareils de l'entreprise réalisés par des prestataires ou encore la sous-traitance sur les produits fabriqués. La vente par exemple de produits dans la grande ou bien la moyenne surface. Voilà, les processus externalisés ne doivent pas être ignorés ou exclus du système de management de la qualité, avec la nécessité de les maîtriser ou de maîtriser tous les processus externalisés par l'identification de ces processus-là dans la cartographie des processus réalisés et aussi par leur surveillance. Leur surveillance peut être faite lorsqu'on établit par exemple un contrat de partenariat avec des objectifs mesurables, lorsqu'on fournit aux sous-traitants un plan d'assurance qualité ou un dossier comportant les informations clés et les caractéristiques critiques de la prestation, par le fait d'assurer des audits et des vérifications chez les fournisseurs et les sous-traitants, par le fait aussi de réaliser les revues de contrats de vos clients avec le sous-traitant, par la promotion de la certification des fournisseurs, la réalisation des revues de processus communs, par aussi le fait de demander une analyse de risque, AMDEC, analyse en mode de défaillance, effet et criticité, par le fait aussi de demander une analyse de cause en cas d'anomalie et par le fait d'établir par exemple un contrat de service avec des objectifs. Voici juste quelques exemples de moyens possibles pour maîtriser les processus externalisés. Alors, dans le cadre de la définition du domaine d'application du système de management de la qualité par mon étudiante pour son PFEA délice viande, comme objet, c'est de présenter les limites et applicabilité de notre système de management de la qualité. Le champ d'application, le système de management de la qualité couvre toutes les activités de délice viande, y compris les activités opérationnelles qui construisent le corps du métier ou de métier de délice viande, l'abattage, transformation, découpe et distribution et les activités de support et de planification. Finalement, tous les processus de l'entreprise sont pris en considération. Alors, la responsabilité par rapport à la détermination du domaine d'application, le responsable qualité dispose de l'autorité de l'écriture et de la mise à jour de cette procédure. Elle est garante de son application. Et concernant l'externalisation, ici, on spécifie qu'aucun processus n'est externalisé. Arrivons au dernier chapitre 4.4, concernant le système de management de la qualité et de ses processus. C'est l'application de l'approche processus et de l'approche risque que nous avons étudié ensemble au système entreprise. Les processus doivent être identifiés, les données d'entrée et de sortie, les interactions aussi doivent être maîtrisées et déterminées.
les indicateurs de performance, le pilotage de ces processus, les ressources associées à ces processus, ressources humaines et matérielles, la typologie du processus, donc qui peut être spécifiée grâce à la cartographie des processus par exemple. Toutes ces données-là, on spécifie également que les informations relatives à ces processus doivent être documentées. Ici l'exemple réalisé par mon étudiante pour son stage à Délices Viande. Donc ce graphique présente la cartographie des processus qui présente donc les processus et spécifie leur typologie. Est-ce qu'il s'agit de la catégorie processus de management ou de direction, ou bien processus de réalisation, ou bien catégorie donc processus support. Donc la fiche d'identité associée à chaque processus, dans laquelle on peut donc connaître donc sa typologie, la finalité, les acteurs, le pilotage, les indicateurs de performance, les interactions, les étapes ou bien l'organigramme descriptif de ce processus, les risques, leur maîtrise ou moyen de maîtrise, toutes les données. Donc je parle ici de la fiche d'identité ou la carte d'identité de chaque processus. La maîtrise des interactions peut se faire par l'établissement de la matrice des interactions. Donc comme vous pouvez le voir devant vous au niveau de ce tableau ici. Comment peut-on faire la lecture de cette matrice? Si l'on prend par exemple le processus production, il doit fournir au processus management stratégique un rapport journalier de production et ainsi qu'un rapport sur les performances de la production. Par contre, le système de management de la qualité, qu'est-ce qu'il doit lui fournir? Ou bien le management stratégique plutôt, qu'est-ce qu'il doit fournir par rapport à la production? Il doit lui fournir donc la politique qualité, les objectifs qualité ainsi que les ressources nécessaires. Donc on voit les deux, on voit et l'interaction, donc ce qui va du processus production vers le processus donc de management stratégique et ce qui va du management stratégique vers la production. Alors pareillement ici, si on voit donc l'interaction entre le processus production et système de management de la qualité. Alors le processus production doit fournir donc un calcul des indicateurs et l'application des actions correctives au système de management de la qualité. Mais le processus système de management de la qualité doit fournir au processus production les exigences clients, les contrôles à réaliser ainsi que la documentation à remplir. Et c'est ainsi qu'on fera donc pour tous les autres processus. Donc ce qu'ils doivent fournir aux autres processus et ce qu'ils doivent recevoir aussi est spécifié. Alors en ce qui concerne l'application de l'approche risque par rapport à différents processus, donc on pense aux responsables de chaque centre de risque, par exemple au pilotage, et d'identifier les risques ou l'identification des risques va être effectuée sous la forme d'un entretien auprès des collaborateurs, dans lequel on peut leur interroger et leur poser des questions, par exemple, quelles sont les missions de votre service ou unité, comment êtes-vous organisé, quelles sont vos ressources, locaux, personnels, équipements, d'où viennent vos produits, vos informations, quels sont les événements que vous redoutez dans le cadre de votre fonction. Alors c'est ainsi qu'on va déterminer ou énumérer les risques. Et sur combien de fois avez-vous été confronté au cours de la période T, donc pour déterminer la fréquence et quelles ont été leurs conséquences pour évaluer un petit peu concernant leur gravité et comment sommes-nous organisés pour éviter et prévenir leur survenue et si malgré tout
ils surviennent, comment sommes-nous organisés pour limiter la gravité de leurs conséquences? Donc la récupération ou l'atténuation de ces conséquences. Donc ça, c'est les actions correctives. Donc pour éviter, c'est les mesures préventives et puis les actions correctives. Voilà. Et la détermination donc de la gravité et de la fréquence vont permettre donc de déterminer un indice de priorité du risque, l'IPR, un indice IPR qui va nous permettre donc de juger ce risque. Est-ce qu'il s'agit ici d'un risque ou d'un événement donc pertinent à prendre en charge par un plan d'action qu'il va falloir donc planifier, ou bien il dispose donc d'un indice de criticité ou un indice donc de priorité du risque donc faible. À ce moment-là, on va le mettre de côté. Par contre, il sera aussi maîtrisé par les actions préventives. Ici, j'aimerais juste présenter quelques risques associés au système de management de la qualité lors de la réalisation des réunions de revue de direction, comme une activité qui est planifiée et qui pour l'amélioration continue. Alors, le risque associé par rapport à cela, que la réunion de revue soit annulée, ou bien que les décisions prises ne sont pas consensuelles. Alors, pour la réunion de la revue annulée, il va falloir connaître les causes pour pouvoir donc proposer des moyens ou des actions préventives. Donc, par exemple, maladie ou empêchement, ou bien par manque d'outils de travail. Donc, à ce moment-là, et comme conséquence, pour pouvoir évaluer le risque, c'est l'absence des membres, diminution de la productivité et peut-être comme conséquence peut-être aussi donc annulation ou bien la non mise en œuvre de cette réunion. Comme deuxième risque, on peut aussi évoquer la décision ne sont pas consensuelles. Les causes, opinions fortement divergentes ou bien pour des problèmes linguistiques. Le fait par exemple qu'on s'exprime en français alors que certains membres ne maîtrisent pas cette langue. Alors comme conséquence, perte de temps et blocage, beaucoup de perte de temps, ou bien l'incompréhension et la diminution de la performance. Alors supposons que ces risques-là ont été jugés critiques, il va falloir proposer des actions préventives et des actions, un plan d'action curatif. Comme action préventive, c'est programmé à la fin de chaque réunion. Bien sûr, moi je parle ici concernant l'absence de membres à cause de maladie et que la réunion soit annulée. Comme mesure préventive, c'est programmer à la fin de chaque réunion, planifier la nouvelle réunion et faire un rappel 15 jours avant ainsi que 2 jours avant la tenue de la nouvelle réunion. Et comme action curative, lorsqu'une réunion est annulée, on va tout simplement la reprogrammer. Alors maintenant, pour le manque d'outils de travail, comme mesure préventive, on peut proposer, préparer et envoyer les outils de travail au préalable aux membres choisis. Aux membres et choisir l'endroit adéquat pour faciliter l'accès aux outils de travail. Par exemple, organiser la réunion à côté d'un bureau où toute la documentation, par exemple, est disponible, par exemple. Et comme action corrective, donc assurer les outils manquants et décaler la réunion de quelques heures après, le temps donc de préparer les outils manquants et pour éviter donc son annulation. Alors maintenant pour les décisions ne sont pas consensuelles.
Donc pour les opinions divergentes, il va falloir former les membres sur les outils et méthodes de résolution de problèmes, sur le vote et d'autres outils. Donc ils vont faciliter donc la bonne prise ou la prise de la bonne décision. Et toujours comme action corrective, donc utiliser les outils de MRP et non pas former. Par contre, préventif, c'est former les membres sur les MRP. Et pour l'incompréhension, vu qu'on utilise une langue qui n'est pas comprise par tous les membres, comme mesure préventive, c'est utiliser une langue comprise par tout le monde et parler lentement et clairement. Comme action corrective, donc utiliser les outils simples donc pour la prise de décision et puis traduire lorsqu'il le faut.